En mars 2021 débutait la phase opérationnelle du programme Stigophone en Nouvelle-Aquitaine, à savoir les collectes de terrain. 2 périodes de prospection se sont ainsi succédées. Une première de 63 jours en Limousin et Nord-Aquitaine, puis une seconde de 86 jours pour les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le pré-tri des échantillons récoltés et les expertises taxonomiques ont été effectuées en parallèle. La fin de l'inventaire de la stigofaune régionale qui constituait le premier objectif du programme va se traduire par l'élaboration d'une base de données hydrobiologique. Elle permettra par la suite de travailler sur le second objectif, la bio-indication de la qualité des eaux souterraines. Durant cette phase de terrain, 231 sites ont été prospectés en ex-Limousin et Aquitaine. 48 cavités souterraines d'origine naturelle, des cavités avec une circulation d'eau, 28 cavités souterraines d'origine anthropique, des mines, aqueducs, carrières souterraines, 55 sources, fontaines et lavoirs, 50 puits, forages et piézomètres, 50 sites hyporéiques, la zone hyporéique étant constituée de l'ensemble des sédiments saturés en eau situés au-dessous et à côté d'un cours d'eau. Ce sont près de 150 jours passés sur le terrain pour notre équipe de mai 2021 à septembre 2023. 35 sites où existaient des données historiques sur la stigofaune ont été prospectés à nouveau, soit 15% du nombre total des sites. C'est donc 358 sites collectés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, incluant les sites du Poitou-Charentes. Une des très nombreuses carrières parmi les 1400 du département de la Gironde. Située dans l'entre-deux-mers, elle permet d'avoir accès à la nappe de l'Oligocène contenue dans les calcaires du Stampien, datant de moins 30 millions d'années et qui, dans certaines parties des carrières, peut entièrement inonder les galeries. Une détermination fine des spécimens envoyés aux experts est toujours en cours. 5 taxons sont potentiellement stigobies, dont des mollusques gastéropodes et des crustacés amphipodes de type Niphargus. Le Saison est un affluent du Gave d'Oloron. Les prélèvements ont été faits dans le milieu hyporéique avec le système de pompe Bourouche. Un riche cortège d'animaux stigobies extrait ici du lit profond du Saison. Arachnides hydracariens, crustacés copépodes, crustacés amphipodes de type Niphargus et quelques rares Salentinella. Historiquement, à Idomendy en 1995, quelques coquilles du mollusque gastéropode Sorolia lesquerae avaient été collectées dans des débris de crues du Saison. Une espèce non retrouvée ici, mais plus en aval lors d'autres collectes. C'est une ancienne carrière de diorite, une roche magmatique. Après avoir été exploitée pendant 85 ans, elle s'est remplie pour partie d'eau souterraine, mais surtout d'eau de pluie qui autrefois était évacuée. Un site choisi pour ses eaux profondes et très froides, avec une zone obscure au fond. C'est un habitat potentiel nouveau à Stigobie. Des méduses sont connues pour se développer parfois dans la zone profonde des lacs. Les plongeurs du programme Stigophone, Claude Klein et David Morin, se sont immergés pour prélever au fond des échantillons. On y a recensé de très nombreuses daphnies, que l'on retrouve souvent dans les paillettes de nourriture pour poissons d'aquarium. Elles sont oculées et n'appartiennent donc pas à la stigofaune proprement dite. Par contre, des crustacés copépodes aveugles et dépigmentés en nombre et potentiellement stigobies ont été collectés. À Réaulis, dans les Landes de Lot-et-Garonne, la pintenette se situe en pleine forêt de pins. Il faudra quelques kilomètres de pénétration sur des chemins sableux pour accéder à une cavité karstique qui s'est développée dans les calcaires gris de l'Agenais du Miocène inférieur, datant de plus de 20 millions d'années.
Accompagnée de spéléologues locaux, dont Michel Gandin, l'équipe pénètre dans une cavité étroite au début, en bas de laquelle coule un ruisseau souterrain d'une longueur explorée de 500 mètres. Bon nombre d'animaux stygobies y sont présents. Mollusques gastéropodes, crustacés copépodes et amphipodes, arachnides hydracariens. Je suis Bernard Le Breton, biospéléologue depuis de nombreuses années. Je pratique la spéléo depuis l'âge de 14 ans et la biospéléo depuis l'âge de 20 ans. Voilà. Donc je pratique cette science qui est à la fois une science et un sport un peu partout sur le territoire français et même à l'étranger. Dans le projet Stigophone, mon rôle a été au tout début de réunir les différentes structures spéléo et l'association CEPANSO qui était en charge de ce projet. Aujourd'hui, j'accompagne essentiellement François Lefebvre qui est chargé de faire cette étude sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et en ce moment essentiellement sur l'ex-Aquitaine. Alors déjà la spéléologie m'a attiré donc, dès l'âge de 14 ans. Pourquoi ? Pour le climat, l'odeur qui règne dans le milieu souterrain. Et ensuite la collectivité, les spéléos, l'ambiance qu'il peut y avoir dans toutes ces équipes, et que ce soit partout en France et même à l'étranger, on retrouve le même climat, la même ambiance. Et puis du coup, comme j'ai commencé à 14 ans, à l'âge de 20 ans, je me suis dit, les grands gouffres, les grandes profondeurs, à aller au fond et revenir. Au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que ça serve aussi à autre chose, d'aller dans des endroits où il n'y a pas grand monde en fait qui va. Ce serait d'apporter ma pierre à la science. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait entre l'archéologie, la paléontologie. Et puis, étant de Dordogne, j'ai trouvé qu'en Dordogne, il y avait beaucoup de grottes, mais il n'y avait pas beaucoup d'animaux qui étaient connus de la Dordogne. Donc, voilà, la trace était trouvée, c'était d'étudier la faune souterraine du département de la Dordogne. Et bien sûr, j'ai dévié. C'est une ancienne exploitation de schiste ardoisier datant de l'ère primaire, dont les strates ont été redressées à la verticale. Les niveaux de quartzite restés en place après l'exploitation constituent aujourd'hui le site des Pans de Travassac. Ces ardoisières font partie de l'inventaire du patrimoine géologique du Limousin, devenu site d'entraînement à la plongée subaquatique. Le questionnement est: existe-t-il la stigophone dans cette cuvette qui n'est alimentée que par des eaux pluviales ? L'équipe de spéléo-plongeurs s'est à nouveau immergée à différentes profondeurs et a récolté jusqu'au fond de la carrière avec des filets et tubes de prélèvement des échantillons de faune et de matière organique. Les plongeurs ont aussi prélevé des échantillons d'eau à 10, 30 et 50 mètres pour des analyses physico-chimiques. En termes de résultats préliminaires, on a peu ou pas de faune stygobie. Des copépodes et des petits mollusques à potentialité stygobie sont en cours de détermination. Il existe une ligne de source au pied de la dune du Pilat, côté océan, du fait de la présence d'un niveau imperméable correspondant à un paléosol daté de l'âge du bronze. Ce paléosol est composé de tourbes et de lignites provenant d'une ancienne forêt marécageuse reposant sur de l'allios, une roche de couleur brun-noir formée de sable cimenté par des oxydes de fer. L'équipe de recherche du programme Stigophone s'est demandé s'il existe des animaux aquatiques vivant au plus profond des sables de la dune du Pilat. Ils ont mis en œuvre des collectes par filtration du flux d'eau sortant et par tamisage des sables et sédiments immédiatement en contact avec les émergences sortant du niveau du paléosol imperméable en pied de dune. Il y a bien développement d'une faune aquatique. 5 taxons y ont été inventoriés. Vers annélides, nématodes, ostracodes, insectes et hydracariens.
Cette faune est assurément non marine et en partie superficielle, inféodée à l'émergence. On parle alors de faune crénobie, qui vit dans les eaux de source. Seul l'examen des spécimens par les experts de groupe permettra de savoir s'il existe ici des taxons typiquement aquatiques et souterrains de type stygobie. Le puits de Jean-Claude Leblanc à Madirac est devenu une station type, c'est-à-dire la station d'où ont été collectés les spécimens qui ont servi à décrire et nommer une nouvelle espèce. En l'occurrence, 2 femelles collectées ici en 1993 par Ivan Pandourski, chercheur à l'Institut académique de Sofia en Bulgarie. Il s'agit du petit crustacé copépode Elaphoidella madiracensis, décrit et publié par Apostol Apostolov en 1998. C'est l'unique station connue de l'espèce dans le monde. Alors Jean-Claude Leblanc, moi je suis chercheur en sciences des matériaux et des techniques. Alors cette histoire que nous avons, là, que nous vivons aujourd'hui, elle débute en 1986. En 1986, je suis parti en expédition en Bulgarie, et évidemment après pendant 25 ans je travaillais là-bas, et j'ai rencontré, je travaillais dans le cadre de recherche dans les grottes, et donc j'ai rencontré une personne qui est chercheur en biospéléologie, qui s'appelle Ivan Pandourski. Nous avons fait connaissance, une grande amitié s'est instaurée entre nous deux. Il arrive à Bordeaux, donc 3 jours après, il débarque chez moi. Il y avait donc évidemment cette étape à faire, et je lui parle de ma campagne, de ma maison de campagne. Il me dit, tu as un puits chez toi? Je lui dis, oui, j'ai un puits. Il me dit, je pourrais faire des prélèvements. Je lui dis, pourquoi tu vas faire des prélèvements? Il me dit, il y a peut-être des bestioles, il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Donc, avant de partir en expédition une semaine dans les Pyrénées, il vient ici et il fait des prélèvements. Il fait ces prélèvements-là, il ne m'en dit pas plus. Et il part avec ses petits flacons d'eau, etc. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il a confié ça à une personne qui a étudié et qui a fait donc son mémoire, qui a publié. C'est grâce à cette publication, effectivement, que le collègue Lefebvre a pu retrouver en fait l'existence de ce petit crustacé. L'équipe du programme Stygophone se demande si elle peut retrouver dans ce puits le petit crustacé copépode Elaphoidella madiracensis, décrit à partir de spécimens collectés ici, et replonge 30 ans après un filet Zvetkov à travers la colonne d'eau du puits. En termes de résultats, de nombreux copépodes ont été collectés avec 152 individus, mais ils appartiennent tous au groupe des cyclopoïdes, différent de celui recherché des harpacticoïdes. L'échantillon n'a pas été entièrement trié, le protocole imposant un effort de tri de 4 heures maximum, l'espoir reste entier. Donc voilà le filet Zvetkov, qu'on appelle également filet phréato-biologique. Phréato, c'est pour les puits, les nappes phréatiques. Donc l'idée, c'est de descendre le filet au niveau de la colonne d'eau et dans un premier temps, de le remonter, descendre assez vivement pour créer des remous qui vont permettre de décoller les bestioles qui peuvent être au fond du puits ou sur les parois. Donc là, clairement, il y a une faible colonne d'eau, donc on arrive très rapidement à mettre tout en suspension. Et maintenant, l'idée c'est de descendre le filet jusqu'au fond et de le remonter. Et on s'astreint à un protocole qui est de 10 coups de filet. Et tous les 10 coups de filet, on le remonte hors du puits. On vide ce qu'on appelle la chaussette, c'est-à-dire le récipient qui collecte tous les animaux qui ont été filtrés à travers les mailles. Donc là, on est encore sur de la maille de 250 microns. Et on remonte. Donc là, tous les animaux qui étaient dans la colonne d'eau ont été filtrés à travers les mailles. Et il y a un système de valve clapée qui est là, qui permet aux animaux de ne pas pouvoir ressortir et en même temps de les protéger de la pression quand on remonte très fortement le filet pour qu'elle reste intacte. Le fruit de notre récolte, il est ici, au fond de cette chaussette, donc on le passera ensuite sous la loupe binoculaire. Et on va répéter le protocole
3 fois de suite. C'est une norme qu'on essaie de s'appliquer à chaque puits pour pouvoir après comparer les abondances de chaque groupe taxonomique. Cette source karstique est la résurgence d'une nappe contenue dans les formations calcaires du Jurassique moyen, moins 165 millions d'années. Elle est captée pour l'alimentation en eau potable de 11 communes de la vallée de l'Isle. Son débit varie considérablement, avec la pluviométrie pouvant atteindre 100 000 m3 par jour en période de crue et seulement 1500 en étiage. Le binôme de spéléoplongeurs a pénétré le premier des nombreux siphons connus de cette résurgence. À l'œil nu, ils ont pu observer dans leur milieu et les prélever des Secospheroma qui ressemblent aux cloportes des jardins. Ils présentent comme lui des facultés volvationnelles, c'est-à-dire la capacité de se rouler en boule. Ils sont aquatiques et souterrains, donc de fait aveugles et dépigmentés. Également collectée, la galazelle, que l'on pensait endémique du Poitou-Charentes, se retrouve dans la source de la Glane, dans une des stations les plus méridionales connues de son aire de distribution. Elle ressemble aux azelles des cours d'eau de surface, mais là encore dans une version adaptée au milieu souterrain, à savoir qu'elle est aveugle et dépigmentée. La collecte y a donc été très riche et intéressante, avec pas moins de 6 taxons Stygobies: annélides, oligochètes, mollusques gastéropodes, crustacés copépodes, amphipodes, Niphargus, et 2 isopodes, Secospheroma burgundum et Galazellus eli. Au cœur du massif de la Pierre Saint-Martin, la grotte de la Verna est un site géologique d'exception. Elle est la 3e plus grande cavité naturelle au monde. 255 mètres de long, 245 mètres de large et 194 mètres de haut. Elle pourrait contenir 6 cathédrales comme Notre-Dame de Paris. La Verna constitue la station type d'un autre copépode arpaticoïde, Elaphoidella vasconica, décrit par Raymond Rouche en 1971 à partir de 3 spécimens qui y avaient été collectés. Plusieurs prélèvements ont été faits dans le lit de la rivière souterraine, en amont et en aval de la cascade où elle disparaît au fond de la salle, ainsi que dans des gourds en pied de paroi dans la grande salle. Très peu de faune collectée et beaucoup de microfibres plastiques au fond de l'échantillon, en lien très probable avec la fréquentation des lieux. Par contre, il se pourrait bien que l'équipe ait retrouvé l'espèce de copépode qui y avait été décrite quelques 50 ans plus tôt. La source de Fontbane correspond à l'émergence de la nappe de l'Oligocène, moins 30 millions d'années. Il s'agit d'une des principales et plus anciennes ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable de Bordeaux Métropole. Le débit moyen d'exploitation est de 1200 m3/h. Après traitement de potabilisation sur place, les eaux sont ensuite acheminées vers la métropole via un aqueduc de 41 km de long mis en service en 1887. Les 27 griffons qui constituent cette source se déversent ainsi dans une enceinte appelée bassin des sources. C'est dans ce bassin semi-enterré, creusé à même la roche, que les prélèvements de stygophones ont été faits. Les prélèvements sont très riches et intéressants. Avec 5 taxons Stygobies, annélides oligochètes, crustacés copépodes, crustacés amphipodes, Niphargus, et mollusques gastéropodes, dont possiblement le Sorolia qu'on recherchait plus amont dans le Saison, à Idomendie dans les Pyrénées. La présence d'une riche faune stygobie dans les eaux souterraines de la très grande majorité des sites prospectés est de bon augure quant aux potentialités de bioindication de la stygofaune. Confidentielle et encore peu étudiée, la stygofaune, que l'on suppose très sensible aux variations environnementales, pourrait constituer un excellent indicateur de la qualité et du fonctionnement des hydrosystèmes souterrains et permettre ainsi d'évaluer le bon état écologique des masses d'eau souterraines.
l'identification des spécimens collectés s'amorce dès leur prélèvement pour certains, mais pour d'autres, leur taille et leur aspect ne suffisent pas. Il faudra passer l'échantillon sous une loupe binoculaire, un microscope, voire même recourir à des analyses moléculaires. Les échantillons sont de retour du pré-tri taxonomique désormais effectué par Bernard Lebreton dans cette deuxième phase opérationnelle. Ils sont centralisés chez François Lefebvre à Brive-la-Gaillarde. Il doit dispatcher à présent ces organismes vers tous les experts taxonomiques européens qui vont les étudier en laboratoire. Eh bien, à cette étape-là, je réceptionne les échantillons qui reviennent du pré-tri pour voir déjà si tout est bien labellisé. Et puis, après, je vais réempacter et envoyer aux différents spécialistes, alors en France et puis également en Europe. Ça va partir au LENA à Lyon, auprès de notre expert Florian Mallard, qui est notre expert isopode. Donc pour confirmation, on a une suspicion d'une bestiole assez rare, encore jamais trouvée, et on veut tout de suite s'en assurer, donc ça va partir très rapidement pour Lyon. Les experts taxonomiques sont bien connus au sein du réseau Stigophone, mais il faut désormais bien souvent aller les trouver hors des frontières hexagonales. Ainsi, par exemple, les crustacés ostracodes partent en Pologne. Les crustacés amphipodes Niphargus sont envoyés en Slovénie, les crustacés copépodes en Belgique, les crustacés syncarides en Espagne et les crustacés microcarons en Italie. Fort heureusement, le laboratoire LENA de Lyon regroupe encore un certain nombre d'experts de groupe, comme c'est le cas pour les vers oligoquètes et les crustacés isopodes. La taxonomie est une science qui classe les êtres vivants et les détermine à l'espèce. Malheureusement, c'est une science un peu tombée en désuétude et qui nécessite des analyses morpho-anatomiques très poussées. Aujourd'hui, elles sont souvent couplées à des analyses génétiques en laboratoire. Il y a donc une ultra-spécialisation des experts taxonomiques et c'est particulièrement vrai dans le domaine aquatique souterrain, d'où leur rareté. Les taxonomistes capables de déterminer les animaux Stygobies sont encore plus rares que les bestioles qu'ils étudient. Le groupe des isopodes dont font partie les galazelles part pour partie vers Lyon au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, le LENA. Toute une équipe d'experts va analyser les échantillons avec divers protocoles d'identification. Donc là, l'échantillon qu'on a reçu ce matin de François, dans un premier temps, il va être passé sur un plateau qu'on appelle le plateau d'identification de la biodiversité. Donc il va être reçu, les organismes vont être identifiés. Pour cela, ça nécessite sur ce type d'échantillon d'organismes une dissection. Ça implique un montage de lames. Cette lame sera ensuite observée au microscope. Et plusieurs individus de cet échantillon vont être identifiés sur la base de critères morphologiques. Parallèlement à ça, lorsque l'individu est disséqué, on va prélever un certain nombre de pattes qui vont être mises dans un liquide qu'on appelle du Kellex. Et cet échantillon, lui, va partir sur le plateau d'analyse moléculaire, avec la possibilité, en parallèle de l'identification morphologique, de faire une identification qu'on appelle moléculaire de la diversité. Grâce à des critères de reconnaissance morpho-anatomique, le LENA est capable d'identifier certaines espèces sous microscope. Ici, l'isopode reçu de François est un nasellidé du genre Galazellus, qui fait partie d'un clade ou groupe d'organismes dont la plupart sont nord-américains. La canule, reconnaissable à l'écran, permet de le différencier d'une proazelle. Pour la proazelle, par exemple, c'est la forme de l'apophyse, du goulot, et même l'angle de cette excroissance qui permet sa différenciation entre les espèces.
Des pattes de cette galazelle sont prélevées puis mises dans un tube pour partir sur le plateau d'analyse moléculaire. On a récupéré les échantillons de Colin et Florian qui ont fait la morphologie. A priori, c'est des isopodes, donc on va essayer de déterminer exactement l'espèce en permettant de libérer l'ADN de l'échantillon pour pouvoir ensuite amplifier les gènes pour déterminer l'espèce précise. On insère un morceau de pâte de l'échantillon à analyser, du kélex, résine qui protège l'ADN, et une enzyme, la protéinase K, qui va digérer les parois des cellules de l'échantillon. Ce mélange est placé dans un thermocycleur qui, par l'effet de la température, permet l'activation de la protéinase K. Elle va liser les parois des cellules de l'échantillon, permettant la libération de l'ADN que l'on veut récupérer. L'ADN est prêt pour la technique PCR. Pour identifier l'organisme, on a besoin d'amplifier une partie spécifique d'ADN sélectionnée par les chercheurs appelée gène d'intérêt. On ajoute à l'ADN extrait précédemment un mélange contenant des DNTP, qui sont les bases ACGT nécessaires pour la copie de l'ADN, la DNA polymérase, enzyme de réplication, et les amorces. Ce mix est déposé dans un thermocycleur qui va permettre, avec des variations de température, la réplication du gène d'intérêt. Ces variations de température vont permettre dans un premier temps de séparer l'ADN en deux brins. La dénaturation thermique de l'ADN s'opère à 95 degrés, l'hybridation des amorces à 50-65 degrés et l'élongation à 72 degrés. Les amorces définies au laboratoire permettent de borner le gène d'intérêt. Ce sont de petites séquences d'ADN complémentaires à l'ADN du gène d'intérêt. Une base A va toujours s'accrocher à une base T et une base G sera toujours complémentaire d'une base C. Sous l'action de la température, la DNA polymérase couplée aux amorces est activée. La réplication peut commencer. Les cycles de température sont répétés et permettent d'obtenir de manière exponentielle assez d'ADN du gène d'intérêt pour la technique de séquençage. De 2 simples brins, on obtient après réplication 2 doubles brins qui, par variation de température, vont devenir 4 simples brins. De 4 simples brins, on obtient après réplication 4 doubles brins qui, par la variation de température, vont devenir 8 simples brins. De 8 simples brins, on obtient après réplication 8 doubles brins qui, par la variation de température, vont devenir 16 simples brins, et ainsi de suite. La PCR est terminée, on obtient ainsi des milliards de copies du gène d'intérêt. C'est ce matériel qui servira pour la technique de séquençage. À partir du morceau d'individu dans le kélex, on a relargué l'ADN dans le tube pour le rendre accessible. Maintenant, on a amplifié par PCR le gène qui nous intéresse pour identifier ensuite. Après la PCR, on fait un contrôle sur gel d'agarose pour vérifier que la PCR a bien marché, a bien amplifié le gène. Et ce qui a marché, on le donne au centre de séquençage qui va faire du séquençage Sanger pour déterminer, pour lire le gène et ensuite on déterminera l'espèce en fonction. La première étape consiste à refaire une demi-PCR pour ne synthétiser qu'un seul des 2 brins de l'ADN. On retrouve dans le mélange les mêmes réactifs utilisés lors de l'étape d'amplification du gène d'intérêt. De l'ADN du gène d'intérêt, la DNA polymérase, l'enzyme de réplication, une des 2 amorces, les DNTP, base ACGT nécessaires pour la copie de l'ADN. Se rajoutent pour cette technique de séquençage des DNTP marqués avec un fluorochrome réagissant de manière spécifique pour chaque base ACGT. On chauffe l'ADN double brin qui va se séparer en 2 simples brins. L'amorce couplée avec une DNA polymérase va venir se placer sur l'extrémité du gène d'intérêt pour commencer la réplication.
Les bases marquées ont des propriétés particulières. Elles émettent, grâce à un fluorochrome, une longueur d'onde spécifique. Elles ont aussi une structure modifiée qui stoppe la réplication en empêchant les autres bases de s'accrocher. Lors de la réplication, quand s'intègre la première base marquée, ici un G, l'élongation de ce fragment va être stoppée, il va rester de cette taille-là. Simultanément sur un autre brin d'ADN, la réplication suit son cours. On voit qu'une base G s'est accrochée puis arrive une base G marquée, ce qui stoppe la copie. Sur un autre fragment, on retrouve deux bases G non marquées puis une base T marquée. Et ainsi de suite pour la base A marquée, la base C marquée, etc. Statistiquement vont être générés des milliards de fois tous les fragments de toutes les tailles possibles qui s'arrêtent dans toutes les positions possibles. La réaction de séquençage est achevée. Tous les différents fragments d'ADN amplifiés avec la dernière base marquée vont passer au travers d'un gel par électrophorèse capillaire. Ce gel réagit comme un maillage permettant de trier par la taille les fragments du plus petit au plus grand. À la sortie de ce capillaire, un laser permet d'identifier l'une des 4 couleurs de chaque base marquée. On obtient ainsi un chromatogramme sur lequel apparaissent par ordre de taille un enchaînement de bases qui n'est autre que la séquence d'ADN du gène d'intérêt de l'individu à identifier. Une fois que Lara a fini de vérifier que notre PCR avait fonctionné, qu'elle a envoyé ses échantillons à séquencer, la société auprès de laquelle on externalise finalement le séquençage va nous renvoyer d'une part des séquences, autrement dit des fichiers texte. C'est pas du Word, mais ça pourrait presque être du Word, avec une succession de ACGT qui correspondent à la succession des nucléotides de l'ADN du morceau de gène qu'on a choisi comme référentiel pour arriver à savoir, en comparaison de notre catalogue, si on allait affaire à l'espèce A, B ou une nouvelle espèce. Et on va pouvoir se demander si ce taxon que Florian et Colin ont identifié comme étant une galazelle, est-ce que moléculairement on est capable de corroborer, de retrouver la même information, et c'est vraiment on appelle ça une corroboration indépendante. Et ça, c'est vraiment important pour nous, puisque c'est le seul moyen d'être à peu près sûr de notre coup que d'avoir des indices complètement indépendants qui disent la même chose. Globalement, si on prend un jeu de données où il n'y a que 55 espèces, nous on appelle souvent ça des taxons, mais peu importe, 55 espèces, il faut bien voir que toutes les relations de parenté possibles et inimaginables entre ces 55 espèces, tous les arbres qu'on pourrait générer entre ces 55 espèces, toutes les topologies, ça représente 10 puissance 84 solutions. Donc c'est un 10 avec 84 zéros. Alors ça, normalement, le commun des mortels, ça lui dit rien du tout, moi non plus. Mais par contre, quand on commence à me dire que c'est plus que d'atomes dans l'univers, là je commence à me dire que ouais, le chiffre, il est vraiment très très important. Le chromatogramme est comparé dans un logiciel avec un alignement d'autres séquences de la base de référence préexistante du LENA. On peut alors y observer les similitudes afin de confirmer l'espèce et corroborer ici l'identification morphologique de Galazellus. La séquence peut aussi s'inclure, après de longs calculs informatiques, au sein d'un arbre phylogénétique. À la différence de l'arbre généalogique où l'on sait qui descend de qui, l'arbre phylogénétique va replacer la séquence de l'espèce auprès de celle de son plus proche parent. Les scientifiques se demandent alors si la séquence est suffisamment proche pour appartenir à une espèce ou s'il faut entrevoir une nouvelle espèce. Le premier objectif du programme Stigophone est un inventaire. Réaliser un état des lieux à un instant T qui prend la forme d'une base de données hydrobiologique dont le contenu pourra être consulté par les services de l'État, la communauté scientifique, les naturalistes et les associations de protection de la nature et de l'environnement, les biospéléologues et le grand public. Pour chaque site, on va renseigner sa localisation, la date de collecte, ses coordonnées géographiques, l'altitude,
son numéro de site en Nouvelle-Aquitaine, le code d'accès à l'eau qui rend compte du type de site et renseigne sur la technique de prélèvement, le type d'aquifère, les paramètres physico-chimiques mesurés in situ et bien sûr la stigofaune inventoriée ainsi que le nombre d'individus collectés. La disposition d'une telle base de données portant sur près de 360 sites à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine va permettre d'augmenter la résolution des modèles statistiques et de tester les potentialités d'utilisation de la stigofaune en matière de bioindication. Alors, la bioindication, c'est le fait d'utiliser des organismes biologiques pour nous renseigner sur la qualité écologique d'un milieu, d'un écosystème. En fait, on va regarder des éléments, des compartiments biologiques de l'écosystème pour essayer de voir comment ils réagissent par rapport aux paramètres environnementaux qu'ils subissent ou qu'ils fréquentent, des habitats qu'ils fréquentent. Ce qui nous intéresse en particulier dans le cas de la bioindication, c'est quand même de savoir quel est l'effet de nos activités sur la biodiversité et sur les organismes, et comment faire pour réduire cet impact de nos activités. La bioindication, en fait, ça nous sert à poser un diagnostic écologique sur un milieu complexe. Les organismes biologiques vont intégrer les différentes caractéristiques du milieu qu'ils vont subir ou dans les habitats dans lesquels ils vont vivre, et ça va nous permettre de résumer une information très complexe dans une information beaucoup plus simple. En fait, on utilise ces bioindicateurs comme des révélateurs de l'état écologique des milieux. Les éléments qu'on va retrouver dans les masses d'eau souterraines et qui vont être l'environnement, le milieu de vie de la stigofaune, vont forcément agir sur la composition en espèces qu'on va retrouver, mais aussi sur les abondances des différentes espèces. Tous ces masses d'eau souterraines sont susceptibles de subir des pressions d'origine anthropique, c'est-à-dire des pollutions, entre autres, par les pesticides, les métaux lourds et tout. Et en fait, tous ces pesticides et ces métaux lourds peuvent se retrouver à des niveaux très très faibles, molécule par molécule, mais en réalité sous la forme de cocktails, c'est-à-dire plusieurs molécules de pesticides présentes, plus plusieurs molécules de métaux lourds, par exemple, présentes, peuvent devenir des milieux contraignants pour la survie des organismes qui y vivent. Donc, si on prend les molécules une par une, en fait, on n'a pas de problème de qualité environnementale. En revanche, en cocktail, on peut avoir un sérieux problème. Et c'est là que l'organisme biologique devient intéressant à utiliser pour résumer un peu cette information qui est complexe, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas possible de tester tous les cocktails possibles et imaginables qu'il pourrait y avoir dans la nature. Les écosystèmes ont des fonctionnements complexes mettant en relation dynamique différentes espèces avec un ou plusieurs milieux. La connaissance fine de toutes ces interactions, même si elle fait l'objet de recherches de très haut niveau, comme celle de nos partenaires du LENA par exemple, prend du temps. La création d'outils permettant de rapidement évaluer le bon fonctionnement de tels systèmes devient donc un enjeu fort, qui plus est dans un contexte d'érosion rapide de la biodiversité. Ces outils, les bioindicateurs, doivent être capables, d'une part, d'évaluer le fonctionnement ou le dysfonctionnement d'un écosystème, mais doivent aussi pouvoir nous indiquer quelles sont les sources de perturbations dans le fonctionnement naturel, à l'image d'un thermomètre qui nous indique par la mesure de la température du corps l'état physiologique global dans lequel il se trouve. L'acquisition de connaissances de base sur les taxons Stigobi, leur écologie, leur répartition et leur abondance relative présente un intérêt en termes de préservation de la biodiversité. À terme, le programme Stigofaune permettra à la Cepenso Aquitaine d'identifier des hydrosystèmes fonctionnels particulièrement riches en biodiversité souterraine et de faire des propositions de protection de certains sites à l'échelle de la région.
La protection des espaces naturels est l'essence même de la CEPANSO et une de ses motivations premières pour la réalisation de ces passionnantes explorations.